escura que encontrei, a tal casa do fado da Mariquinhas, que de Alfredo Marceneiro veio ao nosso cancioneiro como sendo Sœur de vivre, climat chaleureux, logement à prix doux et fiscalité avantageuse. Le Portugal est devenu en quelques années une destination phare pour l'expatriation. Depuis 2013, près de 25 000 Français de tous les âges auraient déposé leurs valises là-bas. Vous êtes peut-être tentés de le faire, vous qui nous regardez. Alors que faut-il savoir avant de partir? La vie est-elle vraiment plus belle au Portugal? C'est le dossier du jour. On attend vos questions et réactions en direct par SMS au 41 555 ou sur france5.fr. Et avec nous pour parler de tout ça, Cécile Goncalves, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice de l'agence Maison au Portugal et vous nous donnerez vos conseils pour trouver le logement de ses rêves sur place. Vous nous expliquerez comment ça se passe. Jean-Maximilien Van Cayeseul, c'est comme ça qu'on dit. Van Cayezel. Ah ouais, c'est plus simple. C'est facile. Ah, c'est la prononciation portugaise. C'est ça. Vous êtes directeur général du groupe Cristal Finance, spécialisé dans la gestion de patrimoine des expatriés et des non-résidents. Donc vous aussi, vous avez plein de conseils à nous donner. Et enfin, Mehdi Ben Lassen, bonjour. Vous vous êtes installé il y a 8 ans au Portugal. Vous êtes enseignant aujourd'hui. Et vous êtes également président de l'Association des Français du monde. Exactement. Ce phénomène de migration vers le Portugal, eh bien, il a commencé il y a plusieurs années avec les seniors partis s'offrir une retraite dorée. Que viennent-ils chercher là-bas? Parviennent-ils à s'intégrer facilement? Et comment les autorités entreprises portugaises s'y prennent-elles pour attirer cette cible? Réponse dans ce reportage signé Laura Orozman. Une centaine de stands, des agents immobiliers qui parlent français, des avocats fiscalistes, des conférences. Depuis 3 ans, le Portugal déroule le tapis rouge aux retraités français, porte de Versailles à Paris. Nous sommes au salon de l'immobilier portugais qui attire 15 000 visiteurs chaque année. Et parmi eux, il y a Jacques et Denise. Ils viennent tout spécialement de Montpellier pour se renseigner sur leur nouvelle vie. On va venir avec une voiture. Est-ce qu'il faudra l'immatriculer au Portugal? Ils vont s'installer au Portugal dans quelques mois. On est à une période de notre vie où on a l'habitude de prendre des routines. On veut casser un peu cette routine. Casser la routine et au soleil de préférence. Depuis 2013, 25 000 Français se sont installés au Portugal. Pourquoi ce pays est-il devenu le nouvel Eldorado des retraités français? Nous sommes dans l'Algarve au sud du Portugal. Des plages de sable fin et plus de 300 jours de soleil par an. C'est ici que Jean-André Paquet, un Français, a installé son agence immobilière il y a 4 ans. Sa cible, les retraités français. Et aujourd'hui, c'est jour de visite. On va aller faire un tour à Portimao. Sa cliente, c'est Gina. Elle loue un petit appartement en attendant de trouver le coup de cœur pour acheter. Et Jean-André a des arguments convaincants. Pour un appartement avec une seule chambre, c'est 162 000 €. Mais vous allez voir, il y a quand même des terrasses généreuses. Et c'est justement dans le budget de Gina. Là, j'achète la terrasse. Une très bonne affaire comparée au marché de l'immobilier français. Exemple avec cet appartement de 3 pièces vendu ici à 218 000 €. Sur la Côte d'Azur, ce serait beaucoup plus cher. Aujourd'hui, un bel appartement comme ça peut coûter facilement, au minimum, on va être entre 380 et plus de 400 000 €. Oh, je suis Les appartements sur la côte se sont vendus par milliers à des clients étrangers. Car ici, le prix de l'immobilier est très intéressant, en moyenne 2 fois moins cher qu'en France. Alors pour son business, Jean-André y a vu une belle opportunité. On est arrivé quand le marché de l'immobilier au Portugal il était au plus bas, donc il était dans le creux de la vague. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à vendre. Et puis la crise est arrivée et tout s'est arrêté. Et donc à partir de là, il est passé un temps avant que les choses commencent à repartir. Et on a eu effectivement les francophones et les Suédois qui sont arrivés sur le marché du Portugal et en l'occurrence en Algarve. Et c'est eux tout doucement qui ont commencé à faire repartir l'immobilier dans cette région. Aujourd'hui, de nouveaux immeubles sortent de terre. Alors même s'il faut se projeter un peu, Gina s'y voit déjà. C'est un peu du rêve pour le moment. Hein. C'est sûr qu'il faut le voir tout fini. Il faut revenir plusieurs fois sur les lieux, mais ça donne envie. Un rêve que Gilles Lemot, 78 ans, a réalisé il y a bientôt 2 ans dans cette résidence de grand standing. 8 appartements et une piscine privée. Là, on est à 23 degrés, on aura 26 dans la journée et c'est habituel. L'année dernière, ça a même commencé au mois de mai. Alors Gilles passe plus de 8 mois par an dans cet appartement de 90 mètres carrés qu'il a acheté 220 000 €.
Un grand salon, une grande terrasse avec vue sur l'océan est situé à seulement 700 mètres d'un grand centre hospitalier pour sa santé. Et s'il est venu ici, c'est avant tout pour gagner en pouvoir d'achat. Car les retraités français bénéficient d'un traitement de faveur de la part de l'État portugais. Tous les revenus de pension de retraite sont exonérés d'impôts pendant 10 ans. Seule condition, résider plus de 183 jours par an au Portugal. On est plutôt accueillis comme les rois du pétrole. Quand on vient avec notre argent, on le dépense et ils savent que c'est très bon pour eux. Le roi du pétrole, surtout lorsqu'il va faire ses courses 3 fois par semaine au marché de la ville. Les prix affichés sont 30% moins élevés qu'en France et il fait le plein de fruits et légumes pour une somme dérisoire. 9,50 €, j'ai des tomates, j'ai des avocats, j'ai des nectars, non des pêches, des pommes, des abricots. Je regarde pas trop parce que quand vous voyez le total, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Et il ne s'interdit rien, même des choses qu'il ne pouvait pas se permettre d'acheter en France. C'est du beau poisson, c'est bon. 14 € le kilo, bon, et ça va me coûter 6 ou 7 €. En France, vous en mangez beaucoup du poisson? Non. Une vie moins chère, reposante, agréable. C'est ce que Jacques et Monica sont venus chercher ici. Cette vie, ils ne l'imaginaient même pas il y a encore quelques années. Mais moi, j'ai toujours dit que je me ferais plaisir une fois dans ma vie, donc je me suis fait plaisir. Maintenant, c'est... non, il y a 3 ans en arrière, je ne m'imaginais pas vivre ici, dans un endroit comme ça. Et pour eux, hors de question de vivre isolés dans leur magnifique villa de 500 mètres carrés. Alors avec de plus en plus de francophones qui viennent passer leur retraite ici, il a été très facile de se recréer un cercle d'amis. Bonjour Gisèle, comment vas-tu? Chaque semaine, ils reçoivent leurs voisins les plus proches, des Suisses, pour passer leurs vieux jours au soleil et ensemble. On a un premier SMS de Francis au 41 555 qui nous dit « Nous vivons en Algarve et nous sommes très heureux. La vie y est très douce. Nous apprenons le portugais et profitons pleinement de notre retraite. » Donc c'est vrai que ça paraît formidable. On le voit également dans le reportage. Mais bon, tout ça, ce sont des images. Est-ce que vous confirmez que tout est formidable au Portugal? Tout est formidable. Vous voyez, ils arrivent même à voir l'émission depuis l'Algarve. Et nous les Donc il y a très peu d'inconvénients, je dirais. Non, il y a quand même deux, trois choses à savoir, notamment sur le coût de la vie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont moins chères au Portugal. Il y a certains produits et certains services qui sont, eux, par contre, qui peuvent être excessifs. L'essence coûte beaucoup plus cher qu'en France. La téléphonie, ça coûte beaucoup plus cher. L'électricité et le gaz, ça coûte aussi beaucoup plus cher. Donc c'est un tout. C'est vrai que sur la vie de tous les jours, quand on va faire ses courses au marché, comme les témoins qu'on a vus dans le reportage, effectivement, on est content parce que le caddie coûte beaucoup moins cher. Le logement coûte aussi moins cher au départ. Mais c'est vrai. Vous vivez seul ou vous avez une famille? Alors, quand je suis parti, on était en couple et maintenant on a 2 enfants. Voilà. Et pour les enfants, c'est plus cher également, l'école, tout ça? Ça dépend. Où est-ce que vous voulez scolariser? L'école française où j'ai la chance de travailler, on va dire, n'est pas excessivement chère par rapport aux autres, par rapport à l'offre concurrente nationale et internationale. Après, par rapport aux normes françaises, 4 000 € l'année, ça peut peut-être faire cher. Mais c'est vrai que sur l'ensemble du réseau des écoles françaises à l'étranger, le prix d'une école privée, c'est pas une des plus chères. Mais en tout cas, ce que vous dites et ce qu'on entend, c'est qu'il faut regarder les dépenses dans leur globalité. On va gagner sur certains plans, mais en revanche, il y a des postes qui seront plus importants. Une autre question. Jeune retraité, je souhaite m'installer au Portugal. Est-ce que je suis obligé d'acheter un bien ou je peux simplement louer dans un premier temps? Non, on peut être tout à fait locataire, on n'a aucune obligation d'achat. Ouais. Il suffit d'aller, en tout cas pour pouvoir bénéficier de ce qui n'a pas été dit dans le reportage, mais de la chose très intéressante, c'est-à-dire d'un statut de défiscalisé complètement, on ne paye pas d'impôts. Et donc là, il faut aller s'inscrire avant même d'avoir son logement. On fait une première inscription et une fois qu'on a son logement, on prend sa carte, on obtient sa carte de résidence et là, on obtient son numéro fiscal avec l'exonération. Et on va y revenir sur ce statut, évidemment, c'est très important. Mais à terme, vous qui proposez des logements, ça reste plus intéressant d'acheter? Je pense qu'effectivement, actuellement, l'état du marché immobilier portugais offre de bonnes opportunités. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un bon moment pour acheter, puisqu'en fait, on a des valorisations. Alors, des fois moins cher, ça dépend d'où est-ce qu'on se situe. C'est vrai qu'à Capitale, entre Paris et Lisbonne, il n'y a pas photo, c'est même davantage que 2 fois moins cher.
donc dans certains quartiers. C'est vrai qu'on est dans une phase actuellement de valorisation, hein. Les prix ont déjà remonté, mais au Portugal, on n'avait pas de bulle spéculative immobilière d'avant la crise de 2008. Et donc, du coup, en fait, on revient progressivement aux valeurs d'avant, sachant qu'on a des marchés plus dynamiques comme les marchés du luxe ou le marché du haut de gamme, et ça notamment par les gens qui s'installent au Portugal. Le prix moyen du logement que vous vendez aujourd'hui à des Français qui s'installent? Alors, dans la région de Lisbonne, on est nous, on ne vend que du neuf ou du totalement rénové, donc on est entre du 3 500 € du mètre carré jusqu'à du 7 000 € du mètre carré en fonction du quartier et de la prestation. Mais bon, on vend également des choses un petit peu particulières et effectivement qui correspondent bien à ce que les Français recherchent. Effectivement. Ils recherchent quoi en général? Alors, ils recherchent un dernier étage, une terrasse, une vue magnifique, d'être dans un quartier central ou d'être au bord du fleuve également de Lisbonne. Donc voilà, mais bon, enfin, on essaye de leur trouver la perle rare. Jean-Maximilien, vous commenciez à l'aborder, mais alors quelles sont les conditions pour s'installer là-bas? Il y a beaucoup de papier à faire? Non, enfin, c'est assez simple. On est déjà en Europe, donc lorsqu'on arrive d'Europe, puisque tout le monde a le droit à ce statut particulier. Si on arrive de France, on est en Europe, donc en libre circulation des personnes, on s'installe. Et puis si on veut vraiment y résider, si on veut bénéficier du régime fiscal, parce qu'on peut très bien vivre au Portugal et rester fiscalement en France, on en voit de moins en moins, ils sont de plus en plus attirés par des résidents fiscaux là au Portugal. Donc là, il faut faire les démarches que j'ai expliquées tout à l'heure. On va s'inscrire et après on trouve son logement. Et après, une fois qu'on a sa carte de résidence, on obtient son numéro fiscal. Ça, c'est une démarche à faire avant même de quitter la France? C'est la première démarche à faire avant de partir? Oui. D'accord. Et la première à faire lorsqu'on arrive, c'est de confirmer ce qu'on a en France? Confirmer pour avoir son D'accord. numéro, voilà. Il y a des organismes éventuellement qui peuvent nous aider? Vous vous êtes fait aider, vous? Alors moi je me suis pas fait aider puisque moi j'avais une expatriation assez facile, hein. Je suis parti dans le cadre j'ai été détaché par l'État français auprès du ministère des Affaires étrangères et de l'Agence de l'enseignement français à l'étranger pour enseigner là-bas. Donc mon expatriation à moi elle était relativement simple, même si j'avais beaucoup de paperasse administrative, il fallait que je m'inscrive auprès des finançages portugaises, etc. et que c'est pas forcément simple d'obtenir un numéro de contribuint, le fameux NIF, comme disait mon camarade. Par contre, ce qui est important à comprendre pour les gens qui nous regardent, c'est que le fameux statut fiscal, ça reste une loi portugaise. Vous êtes exonéré d'impôts au Portugal, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas forcément payer d'impôts en France. Donc il faut bien s'assurer dans les démarches qu'on va faire au préalable, se renseigner. Moi, ce que je conseille en tant qu'élu, c'est que les personnes se rapprochent de leur centre fiscal en France, parce qu'on est à chaque fois vraiment dans du cas particulier, c'est précis. Oui, si vous avez un appartement en France, vous pouvez continuer à être fiscalisé en France. Voilà. Si vous êtes fonctionnaire, parce que je crois que c'est votre cas, dans ce cas-là, vous ne pouvez pas bénéficier d'un statut particulier. Non, on reste imposé en France, ce qui est normal. Et ce qui n'est pas forcément désavantageux en ce qui nous concerne, puisque on va dire que le Portugal peut être un paradis fiscal pour effectivement les retraités et les jeunes actifs qui s'installent et qui vont bénéficier du système de RNH. Par contre, pour les autres... Le système de RNH. Résident non habituel. Voilà, c'est ce statut-là. C'est un statut qui existe depuis 2009 et qui a été étendu jusqu'à l'exonération fiscale auprès des retraités à partir de 2012-2013. Mais voilà, c'est un statut très ancien qui s'adresse au départ aux actifs et à des professions que veut valoriser l'État portugais et qui vous donne, on va dire, une espèce de bouclier fiscal à 20%. Mais si vous n'êtes pas dans ce cadre, l'imposition au Portugal est très élevée. Moi, si j'étais imposé au Portugal, je paierais 40% d'impôts. Eh oui. Donc, première chose à faire, peut-être même avant d'entamer toutes les démarches aussi, aller voir les services fiscaux et voir quel est notre statut et de quoi on pourrait bénéficier. Vous connaissiez le pays avant d'arriver sur place? Vous parlez portugais Alors moi, je ne parlais pas portugais. Je connaissais le pays parce que j'étais allé en vacances, j'étais allé en voyage scolaire il y a très longtemps et j'en avais gardé un très très bon souvenir. Et donc maintenant, j'avais candidaté là-bas parce que je souhaitais découvrir la vie d'expatrié. Donc c'était une envie de votre part quand même? C'était une envie de ma part. Mais pas spécialement le Portugal? C'est-à-dire, comme je ne savais pas trop quel poste j'allais obtenir, j'ai un peu candidaté dans tout ce qui était disponible et je suis très content d'avoir obtenu le Portugal. Autre question SMS qui va faire un petit peu grincer des dents. Comment ne plus payer d'impôts en France si je m'installe au Portugal? Bravo. Donc ce fameux statut? Il y a ce statut, mais comme le disait Mehdi, il faut faire attention parce que en termes de fiscalité, on regarde le pays où on va et puis il ne faut pas oublier le pays d'où on vient. Si on a, de façon générale, on dit toujours en fiscalité internationale, pour pouvoir être non-résident,
français, donc être résident de notre pays, il faut passer plus de 183 jours, donc c'est ce que tout le monde retient. 183 jours. Voilà, la moitié de l'année. Sur place. Sur place, il faut avoir, deuxième condition, c'est les intérêts économiques à l'étranger et son foyer. Bon. Après, chaque convention entre les pays va pouvoir limiter ou élargir ce point-là. Entre le Portugal et la France, la convention, elle est pas mal faite. Donc, si vous êtes au Portugal et que vous n'avez pas de bien d'habitation en France, déjà, c'est beaucoup mieux. Si vous allez au Portugal et que vous gardez une résidence secondaire en France et que tous vos revenus viennent de France, typiquement retraités, vous avez votre retraite qui vient de France, vous avez gardé des biens immobiliers en France avec des loyers, vous avez vos placements, vos PEL, CEL en France, là, vous risquez d'être résident fiscal français. D'accord. Donc, il faut faire le ménage. Mais personne ne va vous le dire. L'administration fiscale française, disait Mehdi, il faut aller les voir. Bon, ils ne sont pas tous spécialisés en fiscalité internationale. L'administration fiscale portugaise va vous dire, bah oui, bienvenue. C'est un peu pareil dans pas mal de pays, hein, puisque ces régimes-là existent à peu près partout, même en France, hein, sachez-le. Mais il n'est pas réservé ce statut qu'aux retraités alors? Non, non. D'accord. Bon. Et il est valable pendant 10 ans, Voilà, c'est ça? pour l'instant, c'est ça. Mais ça veut dire qu'on mise sur un retour au bout de 10 ans? Pour l'instant, on espère que ça va être renouvelé. Oui, parce qu'on a plutôt à la rentrée du coup, Fabien. Oui, puisque l'imposition classique au Portugal, elle est plutôt supérieure à celle de la France, donc on a plutôt intérêt à rentrer. Mais je crois qu'au bout de 5 ans, on a le droit de repartir, non, c'est pas ça? C'est pas le délai de prescription qui fait qu'au bout de 5 ans, on repart sur 10 ans. Si tant est que le Portugal, d'ici là, ne décide pas, une fois ses caisses renflouées, ils font ça pour renflouer leurs caisses parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, mais ça va peut-être s'arrêter un jour. Alors, autre question, on va revenir à l'immobilier. Un SMS, quelles sont les régions les plus attractives pour acheter au Portugal? Qu'est-ce que vous dites, Cécile? Je dirais que les régions les plus dynamiques, c'est d'abord la région de Lisbonne, hein, qui offre aussi bien l'océan, l'attrait de la capitale avec une vie culturelle et d'excellentes liaisons aériennes, quels que soient les continents d'ailleurs, parce qu'en Afrique et Ça en vaut Amérique combien un latine. billet Paris-Lisbonne? Alors, ça vaut entre 110 euros et 300 euros en fonction si vous y prenez plus ou moins tôt, avec, voilà. Ça dépend de la compagnie. Donc, mais par contre, vous avez beaucoup, voilà, comme nous par exemple, mais vous avez beaucoup de liaisons aériennes, hein, notamment depuis Paris, mais également depuis Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Nantes. Donc en fait, c'est très bien desservi au niveau français. Et puis on a également un excellent réseau autoroutier. Il n'y a pas que Lisbonne, j'imagine. Non, alors voilà, il y a Lisbonne, donc qui est dynamique de toute manière, quoi qu'il en soit, puisque c'est le cœur économique hein, du pays. Ensuite, vous avez la région de l'Algarve, où vraiment, là, des gens qui veulent s'y installer veulent avoir le climat le plus ensoleillé, voilà, l'océan avec une température plus chaude. Et puis également, c'est vraiment être les pieds dans l'eau, le marché, comme on a vu notre client, Monsieur Lemo, qui profite pleinement de sa vie et de la douceur de vivre de l'Algarve. Et puis après, vous avez des régions comme le nord du Portugal, avec Porto, où là, le climat est un peu différent. Moi, je dirais que nos clients, en général, la première des choses qu'ils demandent, hein, c'est où vais-je avoir le climat, le soleil. Voilà. Et est-ce qu'on m'attend pas, moi, Français, qui ai envie de m'installer, est-ce qu'on commence pas potentiellement à se faire avoir un peu? Vous avez des témoignages, vous, comme ça? On se dit, oh là là, c'est les Français qui viennent s'installer, on va peut-être la vendre un peu plus cher. Malheureusement, effectivement, ça existe, hein. Faut pas se le cacher. Là, on va dire que la clientèle française est devenue une clientèle captive pour un certain nombre d'agences de relocation ou immobilières, pas celle qui est à mes côtés, mais d'autres. Donc effectivement, vous pouvez avoir des prix spéciaux français. C'est ça. Donc il est nécessaire effectivement de se faire accompagner soit par les associations effectivement de Français établis à l'étranger, soit alors par l'ambassade, parce que auprès de l'ambassade de France, il y a souvent des listes de notoriété suivant les professions, avocats, fiscalistes, notaires, pour éviter de tomber dans certains pièges qui sont un peu faciles, on va dire. Si je puis me permettre justement, Mehdi, pour rebondir, à Maison au Portugal, en fait, on fait partie d'une agence et d'un groupe immobilier qui existe depuis 30 ans au Portugal et on ne vend pas qu'à la communauté française. C'est vrai que... C'était pas pour vous que je disais ça, hein, mais c'est en général. Justement, pour pas qu'il y ait d'amalgame, c'est vrai que nous, en fait, nos prix sont pour les nationaux et puis pour les internationaux. Voilà. En tout cas, le conseil qu'on peut aussi donner, c'est d'avoir 2 notaires, Gérard.
Le système des notaires au Portugal n'est pas tout à fait comme en France. Quand vous passez un acte de vente en France, le notaire cherche les situations de servitude, les difficultés d'urbanisme, tous les problèmes qui peuvent exister. Il est obligé de marquer dedans si on est responsable. Au Portugal, il prend acte que monsieur untel vend à monsieur untel pour tel prix. Il n'a aucune autre obligation. Donc si vous voulez être renseigné sur tout, vous avez intérêt à avoir un notaire ou un avocat dont on trouve les noms effectivement à l'ambassade ou au consulat, pour lui-même se renseigner, vous dire attention, là il y a un projet d'autoroute derrière votre maison. Ouais. Alors en tout cas, le Portugal, c'est pas seulement le paradis des retraités, comme on a pu le voir. Les actifs aussi profitent d'avantages fiscaux et d'une ambiance surtout toute particulière pour le business. Ils sont venus changer de vie, monter leur entreprise et tenter leur chance dans la capitale portugaise. C'est un reportage de Laura Orozman. Ce soir, dans ce bar branché de Lisbonne, c'est le rendez-vous incontournable des expatriés français. On a dû se rencontrer une fois déjà, non, la fois dernière. Ouais, c'est ça. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ces trentenaires ne sont pas venus uniquement pour se détendre, mais aussi pour faire du business. Leur point commun, ils sont tous entrepreneurs. À l'initiative de cette soirée mensuelle, il y a Manon. Elle est arrivée à Lisbonne il y a quelques mois pour monter sa boîte. C'était une communauté que j'ai pas trouvée quand je suis arrivée à Lisbonne en tant que porteuse de projet. Et donc du coup, c'était le but de rassembler le maximum de personnes qui avaient les mêmes problématiques que moi pour qu'on essaye de trouver des solutions ensemble, des contacts, des experts comptables, ce genre de choses. Être au fait de ce qui se passait dans l'écosystème portugais. Un écosystème portugais qui compte de plus en plus d'entrepreneurs français. Alors que viennent-ils chercher à Lisbonne ? Voici Hugo, un jeune Français de 30 ans, jeune propriétaire de cette laverie libre-service en plein cœur d'un quartier touristique de Lisbonne. Jusque-là, rien d'incroyable, sauf que son entreprise, il l'a créée en 1 heure. Des formalités administratives ultra simplifiées qui portent un nom ici, Empresa na hora, traduction, créez votre entreprise dans l'heure, pas de casse-tête administratif et un guichet unique. Tout le processus est quand même très simple, il suffit d'aller à l'endroit indiqué, attendre, répondre aux questions de la personne de l'administration, donner les papiers d'identité, choisir le statut de l'entreprise qu'on veut avoir le nom de validé, et puis en gros, entre 1 heure et 1 heure et demie, c'est fait. Seule contrainte, choisir le nom de son entreprise dans une liste préenregistrée et donner un chèque de 360 €. En France, les démarches auraient pu lui prendre plusieurs semaines, et c'est cette facilité qui l'a aidé à se lancer. C'est un défi et puis il faut le relever. Voilà, il y a des responsabilités en effet, mais par contre aussi on peut avoir de beaux bénéfices quand même. Alors même des Français installés au Portugal depuis plusieurs années n'hésitent plus à tenter leur chance. Camille et Pascal vivent à Alfama, un autre quartier historique. Il était développeur informatique et salarié. Elle était designer en freelance. Il y a 1 an, ils se sont lancés à leur compte, en créant leur entreprise de design en 1 heure. Et au quotidien, toutes les démarches de leur entreprise se gèrent en ligne, sur un portail unique. Donc si je vais sur les entreprises, voilà, on peut consulter, remettre des documents, obtenir des documents, etc. Mais pour attirer ces entrepreneurs étrangers, le Portugal mise surtout sur une fiscalité ultra avantageuse. Ici, le salaire minimum et les charges patronales sont 2 fois moins élevés qu'en France. Ici, les charges sont assez réduites. Moi, je trouve, effectivement, il y a le salaire à payer, mais on peut se payer un salaire assez bas au début, puisque le salaire minimum ici est de 530 € par mois. Donc, ça laisse pas mal de possibilités. Un SMIC net à près de 530 €, alors qu'il s'élève à près de 1150 € en France. Alors Camille et Pascal ne s'interdisent pas un jour d'embaucher des salariés. Et ce climat fiscal favorable attire les entrepreneurs du monde entier au Portugal et à Lisbonne en particulier. Au cœur de la vieille ville, c'est un bâtiment qui passerait presque inaperçu. Nous sommes à Startup Lisboa, un incubateur d'entreprises comme il y en a des dizaines dans la ville. L'ambiance est décontractée. Mais ici, on aide les startups à s'installer, à trouver des financements et à devenir la prochaine grande entreprise. Et ce serait plus facile ici qu'ailleurs. Dans une ville comme par exemple Paris, ou même Londres ou Berlin, peut-être là-bas vous allez vivre pendant, je dirais, 4 mois, 5 mois. Ici, avec le même argent, vous pouvez rester pendant 1 année. Et donc ça fait déjà une grande différence, parce que le temps signifie l'argent quand on parle des startups. La plupart des gens ici ne sortent pas d'une école. Ce sont des trentenaires qui, après quelques années d'expérience, ont décidé de monter leur entreprise.
Sur le mur, des citations de Steve Jobs ou de Bill Gates, leur modèle de réussite, et on leur apprend que l'échec n'est pas une fatalité. La question de la réussite, je crois aussi que ce n'est pas la vraie question. Ça veut dire, ce qui est important quand on parle des entrepreneurs, c'est de créer une ambiance pour les aider, pour appuyer l'essai. Même si tu ne vas pas avoir ton succès dans ton premier projet, ça arrive, c'est normal. L'important, c'est de savoir que nous sommes ici pour qu'ils puissent essayer une deuxième, une troisième fois. Lisbonne est en train de réussir son pari de devenir la Silicon Valley européenne. L'an dernier, la capitale portugaise a reçu le prix européen de la région la plus entreprenante. Alors, Mehdi, la vie est peut-être moins chère, l'ambiance de travail, on l'a vu, il y a beaucoup d'émulation, on va beaucoup en avant, mais les salaires, on a parlé, hein, sont assez bas aussi. Du coup, il ne faudrait peut-être pas donner l'impression que c'est facile pour tout le monde. Non, c'est pas facile pour tout le monde. C'est vrai qu'il y a une vraie volonté de la part de l'État portugais d'attirer les capitaux étrangers à Lisbonne et dans le reste du Portugal, que ce soit donc les retraités ou que ce soit les jeunes actifs, comme on l'a vu dans le reportage là, qui vient d'être diffusé. Et il y a de plus en plus effectivement de jeunes entrepreneurs qui viennent s'installer au Portugal, souvent à leur compte, ou des personnes qui sont venues, qui ont suivi un conjoint, une conjointe et qui n'arrivent pas forcément à retrouver du travail au Portugal et qui montent leur affaire. Donc on va dire c'est des auto-entrepreneurs, c'est des toutes petites entreprises, des PME. Il va falloir un certain temps à chaque fois pour qu'ils arrivent à se dégager un salaire. Il faut qu'elles soient aidées, il faut qu'elles soient accompagnées. Là je voyais dans le reportage Manon qui disait qu'elle n'avait pas forcément trouvé d'informations au début pour l'aider à l'installation. Ça existe. Ce qui montre que l'une des grandes difficultés quand on s'installe à l'étranger, c'est la circulation d'informations et trouver la bonne information. Il y a un certain nombre d'institutions locales qui sont, on va dire, pas parrainées, mais agréées par l'ambassade de France, les chambres de commerce, Business France. Et on a la chance d'avoir au Portugal une association d'entrepreneurs français qui s'appelle Entreprendre.pt. Entreprendre.pt. D'accord. Dont font partie notamment Pascal et Camille, qu'on a vu dans le reportage, et qui organise un salon de la création d'entreprise à destination des Français le 23 septembre prochain à l'ambassade. Donc on peut avoir les informations utiles à l'installation, comptabilité, fiscalité. Ouais. Et ça vous arrive, vous, d'être sollicité par des entrepreneurs qui recherchent des nouveaux locaux Alors oui, ça nous arrive, mais on est plus spécialisé dans l'habitation. Donc c'est pas, on ne sera pas les acteurs les mieux placés pour ça. On disait que ça avait l'air plutôt facile de monter sa boîte. Les charges basses, est-ce qu'il y a d'autres avantages fiscaux? Les salaires, on s'est concentré sur le salaire minimum. Oui. Mais il faut savoir que voilà, si je vais monter une entreprise, ça m'est arrivé récemment de conseiller un client qui avait des entreprises au Maghreb, dans le textile. Venir monter son entreprise à Porto peut être ultra intéressante puisqu'il va bénéficier donc certainement de salaires bas, pas beaucoup plus élevés. Et c'est ça qui est absolument, enfin, je ne sais pas de quel côté on peut se placer, mais c'est surprenant d'avoir des salaires qui sont quasiment les mêmes qu'au Maghreb et de pouvoir revenir sur le marché européen. Et donc de pouvoir travailler et vendre son textile sur le marché européen. Après voilà, donc les salaires pour quelqu'un de diplômé avec un bon diplôme, ça va être 1 000 €. Ça. Et pour un méga diplôme, le top du top, 1 500. Donc, et des charges dessus qui sont 2 fois inférieures à la France. Ouais. Un SMS d'un entrepreneur. Je voudrais monter une petite PME au Portugal. Est-ce que je dois garder mon compte en France, mon compte bancaire en France? Est-ce que vous savez ça? A priori, il n'y a pas d'obligation. Il peut, lorsqu'il va ouvrir sa structure au Portugal, ouvrir un compte bancaire portugais. Bon, il lui faudra le fameux numéro de contribuant qui est nécessaire pour ouvrir n'importe quel type de contrat au Portugal. Et après, avec les virements, maintenant, c'est pas à l'intérieur de l'Union européenne, il n'aura pas de souci pour faire des virements internationaux depuis la France et le Portugal. Fabien, attention peut-être au système bancaire portugais. Ouais. Il va mal. Il y a le petit risque de faillite. C'est vrai qu'il a besoin d'être restructuré, il va très mal. Je rappelle quand même que depuis l'an 2000, dans le monde, il y a eu 500 banques qui ont fait faillite. Il n'y a pas qu'au Portugal qu'il y a des problèmes bancaires. Encore aujourd'hui, de par le monde, il y a 10 banques par an qui font faillite. Il n'y en a pas trop en France, donc on n'en parle pas. Mais ça arrive, et beaucoup aux États-Unis notamment. Mais Portugal, c'est vrai que là, ils ont eu des petits soucis avec Espírito Santo en 2015, mais pas simplement. Il y en a eu 2-3 qui ont fait faillite. Espírito Santo, les clients, ils ont perdu 700 millions d'euros. C'est une grosse banque dans le pays. C'était la deuxième plus grosse banque du pays. Ouais. Il y a des petites banques commerciales qui ont fait faillite depuis. Mais là, il y a quelques mois, il y a la Caixa
Gérald Depositos, hein, pour le dire avec l'accent. Ça est parfait. C'est ça, j'ai répété. formidable. J'ai répété. C'est On est professionnel quand même. Donc cette banque-là vient d'avoir de gros soucis financiers. On se demande s'il n'y a pas Hello cette c'est la numéro 1. Portugal, celle-là. Hein. Donc ça veut dire que la numéro 1, la première banque et la deuxième banque sont en grave difficulté. Ça va pas très bien, mais les banques sont surendettées, très fragilisées par la crise de 2008-2011. Il y a pas mal de PDG et de banques là-bas qui ont fait aussi des âneries, il faut le dire, et qui ont investi dans des produits toxiques un peu partout par le monde. Ils le payent aujourd'hui. Je me demande si, pour avoir les avantages fiscaux des retraités, il faut avoir un compte bancaire portugais. C'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Alors, tout va bien. On mettra, voilà, de façon générale, on conseille de mettre le minimum et de garder son argent. Alors pas forcément en France, parce que sinon, on peut être attaché à la France. Mais ça, vous conseillez le type de banque dans lequel il faut aller, en fonction de ses revenus, de son genre, etc. Parce que, non mais écoutez, 700 millions de pertes là sur Banco Espírito Santo était une banque très réputée, mondialement, oui, justement. Mondialement, pour sa gestion de fortune d'ailleurs, et elle a menti jusqu'au bout. Donc, ce que recherchent surtout les Français qui s'installent, c'est d'avoir des interlocuteurs qui parlent français. Puisque la langue, quand on arrive, n'est pas forcément, on va dire, c'est très difficile à appréhender. Et du coup, ils cherchent des interlocuteurs qui parlent français et on a tendance à les rediriger vers... alors, si c'est Millennium, parce qu'il y a un agent qui parle français, ça sera Millennium. Si c'est Espírito Santo, ça sera Espírito Santo, parce qu'ils ont un interlocuteur. Ils ont besoin de plus d'interlocuteurs. Vous nous disiez qu'il y a cette barrière de la langue justement à franchir. Est-ce qu'on peut facilement prendre des cours auprès, encore une fois, des organismes? C'est référencé, j'imagine, Tout à fait. auprès de l'ambassade? Vous pouvez prendre des cours auprès de l'Alliance française. Oui. Vous pouvez prendre des cours, si vous voulez, en accéléré. Moi, ça a été mon cas et celui de ma femme auprès de l'université. Ouais, vous avez des payant. cours, c'est payant. Ouais. Je crois que ça nous avait coûté 300 ou 400 euros pour le mois. Vous avez appris rapidement la langue? Moi, je l'ai appris rapidement, je l'ai perdu rapidement aussi. Ah. Comme je ne parle pas portugais pendant la journée et que je travaille exclusivement en français, que ce soit auprès de mes élèves ou auprès de la communauté française. C'est un peu ça le risque aussi, c'est de se retrouver. Il n'y a que là que je pratique, donc je sais commander un mojito ou une caipirinha. Voilà. Après, pour le reste, c'est un peu plus compliqué. Au bout de la troisième caipi, vous parlez couramment, je crois. On se lâche. Mais les gens voient vraiment ça comme un problème avant d'y être. Et puis après, une fois qu'ils y sont... Est-ce qu'ils ne sont pas justement un peu trop entre Français? C'est l'impression que ça peut donner parfois il y a même des villages de Français là-bas, non? Il n'y a pas vraiment de villages français. Il y a des quartiers. Il y a des villages d'anglais, clairement, dans l'Algarve. Ça existe mais au Périgord aussi. Hein. Les Français souhaitent pas forcément être vraiment regroupés. Par contre, il y a des fois, ils aiment les mêmes quartiers. Donc, effectivement, on sent plus parler français. D'accord. Mais en fait, c'est pas une volonté que d'être entre soi. En fait. Non, mais ils recherchent aussi. Parce que la communauté française est bien organisée à Lisbonne et au Portugal. Elle est très présente. Il y a un très grand nombre d'associations. Moi, j'ai la chance d'en diriger une. Il y a des associations d'entrepreneurs, comme on a pu voir. Il y a des groupes Facebook, comme on a vu dans votre reportage, qui sont Oui, donc il y a nombreux. vraiment moyen d'arriver à se retrouver, à avoir de l'information. Juste sur les petits points concrets, la santé, si on est malade, on se fait soigner au Portugal, ça marche comment? Alors, ça coûte cher. Ouais. Ça dépend aussi si vous avez le régime fiscal, vous avez la santé publique, elle est gratuite, hein, comme en France. Par contre, on va dire que pour avoir certains rendez-vous, ça peut être très long. Quand vous allez dans vos centres de saoud, vous pouvez attendre peut-être des fois la journée pour vous faire soigner. Et si vous allez dans le privé, c'est excessivement cher. Une consultation de généraliste, ça va être entre 60 et 70 euros. Ah oui. Donc il s'agit d'avoir une bonne mutuelle complémentaire. Voilà. Donc il y a une forte demande de la part de la communauté française, notamment pour avoir des mutuelles qui les couvrent à la fois en France et au Portugal. Parce que beaucoup sont à cheval sur la France et le Portugal, en faisant bien attention de passer les 183 jours au Portugal. Mais ils aimeraient avoir des choses, on va dire, plus simplifiées pour pouvoir avoir un contrat unique. Quoi. Et autre petite question technique, mais pour la voiture, est-ce qu'on peut garder son permis de conduire français? Alors, tout dépend le temps que tu restes au Portugal. Si tu restes moins de 2 ans, enfin jusqu'à 2 ans, tu peux conserver ton permis français. Ça marche dans tous les pays d'Europe. Hein. En revanche, après 2 ans, il faudra que tu troques ton permis français pour un permis portugais. Il faut que tu ailles auprès d'un service du ministère des Transports qui s'appelle l'IMTT, l'Instituto da Mobilidade e dos Transportes. Tu vois qui arrive à répéter un peu. On a répété ensemble, là. On a beaucoup répété. L'accent espagnol était parfait. Italien.
Et juste un point sur la plaque d'immatriculation, il faut pour le coup qu'elle soit rattachée à la résidence principale. Donc si vous vivez au Portugal, il faut une plaque d'immatriculation portugaise. Et c'est un peu compliqué, surtout si on ne parle pas portugais comme moi, de faire toutes les démarches pour changer votre plaque d'immatriculation française, parce qu'il faudra que vous fassiez tout au Portugal. Donc a priori, le plus simple dans ce cas-là, c'est d'acheter une voiture au Portugal et du coup... Si je peux me permettre, alors changer la plaque d'immatriculation, c'est gratuit les 6 premiers mois quand vous arrivez avec votre véhicule. Et je ne conseillerais pas, je ne devrais pas le dire, d'acheter une voiture au Portugal parce que ça coûte excessivement cher. Il y a une taxe supplémentaire sur les voitures. Les voitures vont coûter entre 15 et 20% plus cher. Et d'occasion. Ah oui, donc on oublie. Même d'occasion, oui, puisque le prix de départ était, était plus élevé. Donc tant pis la paperasse, on y va. Et voilà. Je conseille de faire la paperasse pour avoir l'immatriculation gratuite. Parce qu'après les 6 premiers mois, vous payez la fameuse taxe. Bon, bah voilà, des conseils concrets. On a essayé de vous en donner tout au long de ce dossier. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, rassurez-vous, l'émission, vous pouvez la revoir sur Plus. Et puis on vous mettra les petites infos également sur la plateforme de la quotidienne France5.fr. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et merci à Marie de Noël qui nous a aidé après.